Bonjour à tous et bienvenue sur cette table ronde où on va parler effectivement de connectivité, de haut débit, de 5G, de satellite, de Wi-Fi, de toutes les solutions qui permettent de se connecter à Internet. Effectivement, on est tous usagers du numérique, pour beaucoup on travaille dans le numérique et on est dépendant de toutes ces solutions. Et on a un beau panel représentatif de toutes ces solutions et on va parler de la complémentarité qui existe entre toutes ces solutions. Et on verra, je pense que les discussions seront animées. Du coup, vous représentez tous plus ou moins de différents types de solutions qui permettent toutes de se connecter à Internet. C'est ce que tout simplement, je vais vous laisser la parole pour que vous puissiez vous présenter les uns après les autres et expliquer un petit peu les spécificités de vos structures et les offres de services que vous proposez. Merci Bastien, c'est moi qui entame. Alors, Allez, je te laisse entamer directement, Antoine. ravi d'être avec vous tous. Et moi je suis le patron d'Alsatis, qui est une boîte qui a été créée à Toulouse en 2004 et qui est un expert en technologie radio et qui lutte, ou en tout cas qui a beaucoup lutté contre la fracture numérique en région Occitanie et plus généralement en France. Donc on est des spécialistes de la radio, on a démarré évidemment avec le Wi-Fi qui était la technologie REM depuis les années 2000, mais qui a aussi largement évolué et aujourd'hui on a une technologie qui fait consensus qui s'appelle le LTE, qui est la norme commune à la 4G et à la 5G, et évidemment on en est un expert. Donc on aura certainement l'occasion de s'exprimer là-dessus. Ce que j'aime dire, c'est qu'on est un opérateur multitechnologique puisqu'on inscrit nos missions dans des cadres et dans des contextes complexes, ce qui ne veut pas dire compliqué, à savoir qu'on travaille souvent avec des opérateurs de fibre optique. L'un est représenté ici, Pierre vous expliquera quel est ce métier. Et donc on a une vision multitechnologique qui me semble sans aucune vanité et plutôt pertinente et qui nous permettra certainement d'échanger sur les différents projets qui sont présentés ici. Merci. Merci beaucoup. Alexandre, pareil, les gens ne vous connaissent peut-être pas encore. Oui, très bien. Ouais. Donc Alexandre Tisserand, président de Kineis. Donc Kineis, c'est un opérateur satellitaire, fournisseur de connectivité globale pour l'Internet des objets. Et donc en fait, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on est opérateur télécom, sauf que nos antennes, elles sont dans l'espace. Et donc on permet de connecter n'importe quel objet sur n'importe quel point de la planète. Mais quand on dit n'importe quel point, c'est d'un pôle à un autre, du désert aux océans, sans aucune difficulté. Et donc aujourd'hui, on a 8 satellites qui volent en l'air et on en lance 25 nouveaux d'ici 18 mois, en avril 2023. Pour compléter la constellation et permettre d'avoir ce qu'on appelle un temps de revisite donc de 10-15 minutes, c'est-à-dire qu'on va avoir du quasi-temps réel avec un satellite qui passe au-dessus de la tête toutes les 10 minutes à peu près. Et donc il y a plein de cas d'usage associés à ça, c'est très complémentaire à l'IoT terrestre, on y reviendra. Super, merci beaucoup. Pierre également. Oui, bonjour, donc Pierre Bordade, directeur général de Fibre 31. Donc nous, on déploie la fibre optique sur la Haute-Garonne. Mais je suis adossé au groupe Altitude qui déploie aussi sur l'Aude, les Pyrénées-Orientales et le Tarn-et-Garonne. Donc la fibre optique, c'est à la fois des caractéristiques techniques, donc dans le concours au débit, admettons, mais c'est pas que ça, c'est aussi le fait que ce soit l'infrastructure qui va remplacer le cuivre dans notre quotidien et dans le fait d'aller chercher chaque maison. Donc c'est un petit peu comme de l'aménagement du territoire. Avant d'être une techno, donc il faut à chaque fois avoir les deux à l'esprit et c'est surtout dans le deuxième volet de la techno qu'il y a la complémentarité. Puisque par contre, pour le déploiement, des choix gouvernementaux ont été faits. Donc voilà, petit à petit, la France va se transformer d'un réseau cuivre des années 70 à un réseau fibre. Mais ça ne change rien à la compétition des technos. Merci beaucoup. Et Lionel d'Orange. Délégation, direction Orange Grand Sud-Ouest. Alors, moi aussi, je déploie de la fibre. Enfin, moi. Orange déploie de la fibre. On doit être à peu près à 12 millions de fibres produites actuellement en France. Et sur Midi-Pyrénées, on déploie la fibre sur 5 départements des 8 départements de Midi-Pyrénées. Pour les citer, Aveyron, Lot, Ariège, Gers et Hautes-Pyrénées. Bon, donc on est un peu comme Fibre 31, on déploie la fibre, mais à l'échelle aussi nationale. On est aussi opérateur de la 5G, puisqu'on est un des 4 opérateurs à qui on a attribué des fréquences suite à la procédure d'enchère qui a eu lieu par le gouvernement, par l'État l'an passé. Donc la 5G est en train de se déployer
Et puis on est aussi opérateur satellite. Et puis on est partenaire du on est partenaire du consortium qui est en train de se mettre en place au niveau européen pour compléter la couverture du fil. Alors, on est aussi opérateur du cuivre, qui a encore un petit peu d'existence, bien entendu. Donc voilà, on est l'opérateur historique. Merci beaucoup, c'était très complet. Alors devait être présent également à cette table ronde Hervé Leguet de Terra Alpha, qui représente effectivement une filiale de SNCF qui est en train de déployer également un réseau de fibres le long des voies ferrées notamment, mais effectivement apparemment il y a des problèmes de connexion, il n'est pas encore présent. Mais Comme les trains, il était en retard. non, donc du coup effectivement on sera juste, peut-être qu'il interviendra en cours de conférence et il pourra prendre la parole et présenter également ce qu'ils font. Donc vous avez présenté rapidement vos différentes structures, mais effectivement il y a plein de cas d'usage différents de l'utilisation d'Internet. Est-ce que vous pouvez présenter un petit peu justement les cas d'usage phares de ce que vous faites? Je sais qu'il y a des cas d'usage B2B, B2C, préciser peut-être un peu aussi les débits de ce que vous proposez avec vos solutions. Qu'est-ce que vous pouvez justement offrir à vos clients, quoi. Alors je sais pas je pense qu'on va refaire un petit peu dans ce sens ou comme vous voulez, ou on peut changer. Avec plaisir. Donc nous, Alsatis, comme je vous l'ai expliqué dans mon introduction, on a d'abord constitué des réseaux radio complémentaires à la fibre optique dans le cadre des programmes départementaux. Aujourd'hui, en France, je me lasse pas de le dire, on a une histoire particulière. On a un opérateur unique public qui s'appelle France Télécom, qui a fait un travail de grande qualité pendant 50 ans, qui a construit un réseau cuivre, qui sert encore, même si j'ai entendu ce matin qu'il était à la retraite, le réseau DSL, il sert encore près de 50 à 70% des besoins des foyers en France, je crois. Donc on a cette spécificité en France et on peut s'en réjouir. On était d'ailleurs dans les années 80-90 très en avance avec notre Minitel. Moi, je me souviens de mon père, un peu crispé, on est en train d'aller voir ses comptes de temps en temps le samedi après-midi. On était plutôt en avance et on se tirait la bourre avec les Américains. Et c'est peut-être pour ça, sûrement pour ça, qu'on a pris un peu de retard dans le déploiement de la fibre optique. Et puis, l'oligopole des 4 opérateurs, je le rappelle aussi, c'est ma vision, mais elle est assez partagée. On a une zone de chalandise en France de, je vais dire une bêtise, mais c'est 30 millions de foyers. Un peu moins 40 ? On a entre 30 et 35 millions de foyers. Je pense qu'on est x10 aux États-Unis et on a un opérateur de moins. Donc on a très logiquement des zones de chalandise étendues, des prix qui sont donc plus hauts et donc des opérateurs qui sont plus riches et qui ont une capacité d'investissement en propre qui est beaucoup plus importante. Alors nous, en tant que consommateurs, réjouissons-nous. On a des abonnements aujourd'hui qui rasent les pâquerettes à 30 balles. Allez en Belgique, allez aux Pays-Bas, allez même en Allemagne, vous verrez que les prix sont x2. Donc c'est une spécificité française, je m'en réjouis, je suis bien content de payer 25 balles ma connexion en centre-ville. Mais ça a comme répercussion que les opérateurs nationaux ne peuvent pas, à leur initiative, fibrer la France entière. Et qu'évidemment, dès que la densité est trop faible, on va avoir une carence en investissement et en initiative privée. Et c'est normal, et je jette la pierre à personne. C'est juste pour que vous compreniez tous pourquoi il y a de l'initiative publique en France et pourquoi elle est aussi importante. Donc cette initiative publique nous a permis d'exister, nous. C'est grâce à cette initiative que, opérateurs alternatifs, on a pu exprimer notre talent et aider, accompagner les départements à construire une offre hybride, une solution d'infrastructure hybride. Pourquoi ? Parce que le déploiement de la fibre, c'est long. Et quand on dit à des citoyens avec un cycle politique qui est souvent beaucoup plus court, qu'on est en train de les connecter, de numériser les territoires, ben, ils se réjouissent, mais ils sont très impatients. Donc il faut des solutions pour rapidement leur apporter du débit, au moins intermédiaire, si ce n'est pas du débit ultra très haut débit. Et ça a été notre métier, notre contribution. Je parle un peu au passé, puisque ces marchés sont révolus aujourd'hui, ils existent, mais ils sont tous attribués. Et donc vous avez aujourd'hui une composante radio, très haut débit, LTE, je suis désolé pour la complexité des acronymes, qui est complémentaire à la 5G des opérateurs privés et qui vient finalement permettre d'irriguer numériquement les territoires. Et c'est globalement là-dessus qu'Alsatis a fait ses dents et a évidemment construit une offre commerciale, Alsatis Télécom, pour adresser le client final, mais qui n'est ni plus ni moins qu'une offre copiée sur les offres triple play que font très bien les opérateurs nationaux. Donc voilà mon propos. Donc aujourd'hui, effectivement, en adressant ce public délaissé numériquement, on a appris ce que c'était que le commerce
Et on a surtout trouvé notre place au sein d'un écosystème numérique largement étendu avec l'émergence de la 5G et des projets publics, comme vous l'avez compris, si j'ai été clair. Voilà. Oui, tout à fait. Ouais. Je vais peut-être donner directement la parole à Pierre pour rebondir, parce qu'effectivement, c'est très proche effectivement, à l'échelle du département, l'initiative. Est-ce que, pareil, est-ce que c'est possible de rebondir et d'expliquer un petit peu l'offre concrètement aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes et qu'est-ce que propose quel est votre cas d'usage typique, qui vous connectez sur le territoire? Tu vas rebondir là? D'accord. Merci pour la question. Donc, ma réponse. D'abord, on est des enfants gâtés, nous, parce que, encore une fois, on s'inscrit dans un programme d'investissement public-privé, donc très programmatique. Hein. Donc, forcément, ça ressemble à un monopole, déjà. Et on fait tout partout et pour 2022. Donc, on a un programme précis et pas vraiment de complémentarité sur le papier. Non, moi, je pense que ce qui se passe, moi j'en suis intimement convaincu, la connexion de base, c'est le téléphone mobile. Qu'on le veuille ou non, c'est celle-là qui va rester, c'est celle qui est le plus proche de nos besoins vitaux, c'est celle qui ne tombera pas en panne quand il n'y a pas d'électricité. Donc, dans tous les cas, c'est quand même le device qu'on va avoir sur soi et peu importe la techno qui lui permet de le connecter. Ça, pour moi, c'est la connexion de base. Et après, il se trouve qu'en effet, on va avoir, notamment chez le particulier, parce qu'on va pas s'étendre sur les entreprises à ce stade, mais chez le particulier, on va avoir surtout des usages avec, la plupart du temps, encore une fois, le sans fil qui prend le relais parce que tout le monde n'a pas envie de déployer du câble dans toutes ses chambres. Donc, on a là encore une complémentarité évidente avec du sans fil qui prend le relais. Après, il se trouve que le relais par la fibre optique depuis la maison, oui, c'est indéniable. Les centaines de mégas qui sont disponibles à ce moment-là permettent d'absorber les 7, la toute dernière stat, mais qui à mon avis est déjà obsolète, de 7 appareils connectés par maison en France en moyenne. Je pense qu'elle est déjà obsolète. Donc c'est vrai que c'est pas tellement que nous ayons tous, chacun chez soi, une application qui bouffe 800 mégas de débit. C'est plutôt qu'on en a 8 qui aimeraient bien avoir 80 ou 100 mégas, et c'est ça que permet la fibre. Alors si on part direct dans les étoiles, du coup Alexandre, quel est le cas d'usage, les débits que vous proposez? Est-ce qu'on est sur du bas débit, du haut débit avec Kineis, et où effectivement vous avez dit qu'il y a déjà 8 satellites, est-ce qu'on peut déjà l'utiliser concrètement? Oui, tout à fait, c'est un système opérationnel. On a donc ces 8 satellites-là. Donc nous, on ne va pas être du tout dans le haut débit. Donc on est très très loin de la fibre ou de la 5G. En termes de débit. On est vraiment sur de l'IoT, donc à comparer plutôt à LoRa, Sigfox, LTE-M, NB-IoT, c'est ce genre de débit-là. Donc on est sur quelques messages par heure, quelques messages par jour, et les messages, il faut quelques dizaines d'octets. Donc on va remonter une localisation, une pression, une température, une humidité, un peu ce qu'on veut. Mais surtout, on peut le faire vraiment n'importe où autour du globe. Ça, c'est absolument fondamental. C'est la même fréquence partout, c'est le même device qui marche partout, donc on n'a pas de sujet de roaming, et pour le coup, ça marche partout. Et donc, aujourd'hui, on a près de 20 000 objets qui sont connectés au système. Alors dans les applications, on a historiquement plutôt un tropisme sur les applis sciences et environnement. Donc on a pas mal d'organismes scientifiques qui vont suivre des animaux sauvages avec des petites balises. La plus petite, elle fait 3,5 grammes, elle fait la taille d'un demi-pouce avec des petits panneaux solaires là. Et ils suivent des coucous, ils suivent des cigognes, ils suivent des ours polaires, des tortues, en plein de trucs pour étudier les migrations et en déduire plein de choses, notamment les signes du réchauffement climatique. Et après, ça connecte plein d'objets. Donc il y a des bateaux de pêche et des bouées océanographiques, ça c'est toujours la partie un peu maritime. Et puis aujourd'hui, on se diversifie justement avec Kineis qui a pour projet donc, de lancer ces 25 satellites en 2023, donc d'améliorer d'une part la revisite et donc d'avoir un temps quasi réel, et d'autre part d'augmenter beaucoup les volumes et donc de baisser les coûts et donc les prix. Tout ça c'est possible parce que le New Space, parce que les satellites sont plus petits, sont moins chers à faire, moins chers à lancer, donc le capex global de l'infrastructure est plus petit, on le fait sur le plus de balises parce qu'en plus on est... Je me pose la question, c'est des nanosatellites ou pas? Ouais, c'est des nanosatellites. C'est cette nouvelle mode effectivement de miniaturiser au maximum Ouais, c'est une tendance même plutôt qu'une mode, mais
Et donc, eux, ils font 30 kilos. Et donc, 30 kilos, c'est, ils font la taille d'une grosse boîte à chaussures, comme je dis souvent. Donc, ça fait la boîte principale, elle fait 20 par 20 par 40 cm. Et puis après, il y a des petits panneaux solaires sur les côtés. Voilà. Et donc, on en lance 25 comme ça, par paquet de 5. Et ils tournent autour de la Terre en orbite basse à 650 km d'altitude, sur 5 orbites réparties comme des quartiers d'orange de manière équidistante. Donc, on couvre vraiment toute la Terre avec ça. Et du coup, permettant d'avoir des coûts de connectivité qui sont beaucoup plus bas que ce qu'on fait aujourd'hui dans le satellite. Et aussi sur la partie terminaux, d'avoir des terminaux qui sont beaucoup moins chers qu'aujourd'hui, parce que la petite balise dont je parlais tout à l'heure, qui est super, elle vaut entre 800 et 1000 euros. Bon, bah, c'est bien, mais sauf que pour suivre un container de patates, ça ne va pas passer à l'échelle, quoi. Et donc là, il faut trouver de l'électronique qui marche beaucoup moins cher que ça. Et donc c'est ce qu'on fait par ailleurs, c'est l'autre pied de notre stratégie de développement. On en parle moins parce que ça coûte moins cher, puis c'est moins impressionnant que les satellites, mais enfin c'est tout aussi, voire plus essentiel, parce qu'à la fin, c'est quand même ça que l'utilisateur il a dans les mains. Et lui, il s'en fiche un peu de par où passe la donnée. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait un terminal qui soit pas cher, autonome, fiable, et qui lui permet de remonter les données qu'il veut. Donc voilà, donc on a une partie une partie développement sur les terminaux, où on développe un petit chipset qui fait 7 mm de côté, un petit module qui fait 2 cm par 3, où il y a toute l'ARF et tout ce qu'il faut dedans, qui est intégrable facilement. On a du support aussi pour ça par des fabricants de terminaux, ce qu'ils font déjà. Comme aujourd'hui, un fabricant de terminaux LoRa, il va chercher un module LoRa et puis il va l'intégrer dans ses terminaux. Donc on travaille avec tout cet écosystème-là qu'on développe pour avoir des terminaux de l'ordre de quelques dizaines d'euros et sur une connectivité qui va être de l'ordre de quelques euros par mois. Et voilà. Et donc là, du coup, on va attaquer des marchés de la logistique, marché du suivi de réseaux d'infrastructures. On commence même à avoir émergé des applications B2C avec des petites balises personnelles pour envoyer des SMS par satellite, des trucs comme ça. Donc il y a pas mal d'applis très intéressantes sur des secteurs, voilà, la smart agriculture aussi. C'est un gros sujet pour nous, qui n'était pas possible avant en raison du prix. Tout à fait, merci beaucoup. C'est extrêmement intéressant. Moi, ça me permet de poser la question à Lionel sur la partie, d'ailleurs, on n'en a pas trop parlé pour l'instant, mais encore de LoRa aussi. Parce que c'est assez intéressant que c'est sur cette table ronde, vous êtes tous peut-être revenir un peu aussi sur les usages, puisque tu nous interroges sur les usages de la fibre. Donc, bon, la fibre, c'est entre 200 et 300 mégas disponibles actuellement, et ça ne peut que progresser, puisqu'on est capable d'aller même au téraoctet. Donc les usages de la fibre, ce sont ceux qu'on rencontre déjà sur la DSL, c'est la télé, l'internet, mais avec un confort et des débits beaucoup plus importants. Après, ces débits disponibles vont certainement être générateurs de nouveaux usages, de nouvelles applications. Pour le moment, on parie plutôt sur les usages existants, je vous dis, de la vidéo, du jeu, de l'internet. Mais les 300, 400, 500 mégas qui seront disponibles sur la fibre vont aussi faire un appel d'œuvre sur ces usages. Sur la 5G, là aussi, on est sur des débits qui, pour le moment, sont 4 à 5 fois ceux de la 4G, mais qui vont rapidement atteindre 10, même en laboratoire, on va beaucoup plus loin en termes de disponibilité de débit. Et il faut bien comprendre que la 5G, par rapport aux précédents réseaux 3G, 4G, va introduire une vraie transformation, pour ne pas dire une révolution des pratiques, en particulier dans les entreprises. Nous, ce qu'on recherche pour le moment, c'est plutôt le marché des entreprises, avec tout ce que ça va apporter, que ce soit dans les modes de production. Imaginons qu'à Airbus ou dans d'autres usines, les techniciens disposent, grâce aux lunettes et aux casques d'immersion, de l'assistance virtuelle ou de la réalité augmentée. On voit bien que ce type de métiers vont être profondément impactés. Que ce soit de la robotique et de rendre plus autonomes tous les robots, aussi bien dans leur déplacement à l'intérieur d'un site de production, que ce soit la logistique, là encore, et des véhicules connectés. Il faut aussi considérer que la 5G, pour le moment, elle est déployée sur du 3,5 GHz, mais on va aller d'ici 2023-2024 vers du 26 GHz, avec de nouvelles fonctionnalités qui vont être prodigieuses, que ce soit d'allocation dynamique de ressources
ce qu'on appelle le slicing, que ce soit les véhicules connectés qui ont besoin des temps de latence extrêmement faibles, dans la mesure où, avec le déploiement de la 5G, il va se déployer aussi des centres de données locaux à proximité, et donc on va réduire les temps de latence à moins d'un millième de seconde, et peut-être moins encore. Et c'est vrai que pour piloter à distance ou connecter un véhicule, surtout pour en assurer la sécurité, il faut que ces temps de latence soient extrêmement faibles. Ça va être aussi l'Internet des objets. Bon, enfin, on pourrait établir une liste, pas infinie, mais assez exhaustive de tous ces services. Et on voit bien qu'on quitte le champ de la téléphonie mobile tel qu'on l'a connu avec nos smartphones et notre Internet sur nos smartphones, pour rentrer dans une autre dynamique, sans parler du edge computing, sans parler du traitement de données, sans parler de tout ça, qui vont avoir dans les années à venir une action importante sur les entreprises, quelle que soit la filière. Parce que là, je parle d'Airbus, je pourrais parler de l'agriculture ou de la santé. Puis je reviendrai sur ce que disait M. Roussel à propos de... Alors c'est vrai qu'on a 4 opérateurs en France, je parle de la téléphonie grand public, mobile. C'est très bien pour le consommateur. Les prix sont les plus bas en Europe. Quel que soit l'opérateur, on est vous le citiez, en Allemagne c'est 2,5 fois le prix moyen de l'abonnement en France, même chose en Angleterre. Je me pose la question, est-ce que c'est même pas presque les prix les plus bas du monde ? Est-ce que vous prenez un pays qui est moins cher ? Je pourrais vous communiquer une étude qui est faite par la Fédération française des télécoms qui compare les prix. On est sans doute des pays de l'OCDE, le pays où les tarifs d'abonnement au mobile sont les plus bas. C'est très bien pour le consommateur. Mais si je voulais être un peu provocant, je dirais qu'il y a 20 ans, on avait une industrie de composants, même de fibres, et je ne parle même pas des commutateurs, qui existait en France. Elle existe encore un peu en Europe, mais sans être provocateur, si je vous cite Alcatel ou Matra ou Siemens, Sagem par exemple, que sont-ils devenus ? Donc il faut aussi penser globalement une politique industrielle qui tienne compte certes du consommateur qui bénéficie des meilleurs prix, mais qui dit les meilleurs prix par rapport à des technologies qui ont un coût, et qui n'est forcément pas les coûts les plus bas de l'OCDE. Ils sont des coûts, surtout quand on achète... et toujours pour aller dans la provocation, plus vous réduisez les marges des opérateurs, plus ils vont chercher des équipements les moins chers, tout en étant performants. Et vous savez où ils sont, les équipements les moins chers et les plus performants. Ils ne sont plus en Europe, ils ne sont même plus aux États-Unis. Donc on a certes un cercle vertueux au niveau de la dynamique des prix, mais il y a peut-être un cercle un peu vicieux au niveau de la dynamique industrielle et de peut-être repenser, et la 5G peut être une occasion, repenser une politique industrielle qui n'élimine pas le jeu sain et nécessaire de la concurrence. Je vois, Antoine, que vous acquiescez depuis tout à l'heure. Ah oui, j'avais envie de rebondir sur les propos de Lionel. Et ma question, je vais vous laisser rebondir, mais est-ce qu'il y a l'histoire de Free, d'Iliade avec Xavier Niel Est-ce qu'au final, on n'a peut-être pas tout compris, quoi ? Parce que le slogan, c'est « on a Free, on a tout compris ». Juste un rappel. Monsieur Roussel disait qu'il y avait 3 opérateurs aux États-Unis, ils sont 380 millions. Hein. Il y en a 3 en Chine, ils sont 1,4 milliard. Voilà, et nous on en a 4 pour 65 millions d'habitants. Mais enfin, pour les usagers, pour les consommateurs, nous, l'acteur qui a fait baisser les prix, c'est Niel. J'ai même entendu que c'était un génie du marketing, mais il faut foutre des abonnements à 2 €. C'est génial pour le consommateur, ce que disait Lionel, mais pour l'industrie qui pousse derrière, c'est beaucoup plus complexe. Non, moi je voulais rebondir sur, parce que je suis complètement d'accord avec l'analyse de Lionel. Et je le tiens d'ailleurs, je voulais apporter quelques précisions, enfin quelques compléments à son propos. Oui, on a un problème industriel en France, et oui, le fait qu'il y ait des gens comme Alstom et Alcatel qui aient disparu, c'est franchement dommage. On a toujours eu des intelligences
réel en France, reconnu du monde entier. On a encore gagné un concours de cybersécurité international avec l'ANSSI, etc. Donc on a des savoir-faire en France, on a de la créativité, on a tout ce qu'il faut. Et on est en train de passer à côté du marché peut-être le plus prometteur des prochaines années, qui est le marché du numérique et des télécoms. Moi, je voulais rebondir sur les propos de Lionel, effectivement, pour dire une chose, c'est que si fondamentalement le mode de consommation aujourd'hui du consommateur français n'a pas totalement changé, c'est ce qu'on disait d'ailleurs, c'est-à-dire qu'on utilise beaucoup plus de débit, on l'a dit dans une table ronde ce matin, mais sur des usages qui restent un peu tradis, c'est-à-dire qu'on va utiliser plus de médias, plus de réseaux sociaux, mais on est encore sur le triptyque de connectivité, téléphonie et télé. Et effectivement, ce qu'on voit, c'est que le monde bouge et que la connectivité densifiée, quelle qu'elle soit, 5G, fibre optique, on va mettre de côté la technologie. Vous avez vu qu'à la base, qu'au final, elle converge toujours vers plus de débit, mais plus d'omnipotence de la connectivité. C'est ce qu'a dit Pierre aussi. C'est-à-dire que c'est plus tellement le fait d'avoir une connexion toujours plus performante, c'est le fait de pouvoir démultiplier les connexions et les simultanéiser. C'est ça qui est important. Et c'est pour ça qu'à l'échelle d'un territoire, avec des latences extrêmement faibles, on va pouvoir connecter un certain nombre d'équipements dont on ne connaît même pas la limite aujourd'hui, mais qui vont effectivement changer le monde et la manière dont on va se comporter. J'ai un dernier mot, et je te donne la main tout de suite, Pierre. J'ai un dernier mot. Moi, Monsieur Borda, s'il te plaît. Monsieur Borda, avec plaisir. J'ai eu un Monsieur Roussel, et c'est mon nom. Merci Lionel. Non, un dernier mot, c'est un sujet, c'est intéressant. Juste vous dire quelque chose que le grand public ne peut pas savoir, c'est qu'on a peut-être une chance de retrouver un peu de dynamisme économique sur les marchés du numérique. Et peut-être que l'État s'en est rendu compte. En tout cas, c'est l'impression que il nous donne, petite PME toulousaine. On a fait l'objet d'un soutien sans précédent et on a gagné 2 concours d'innovation au travers le plan de relance du gouvernement de 2020. Et en l'occurrence, le projet s'appelle 5G Vertical ISS. Et il s'agit de créer une infrastructure dédiée souveraine 5G pour le CHU de Toulouse. Et on est subventionné par l'État pour ça. Et donc on revient aux nouvelles offres d'Orange qui sont très performantes et complémentaires de slicing, dont parlait Lionel tout à l'heure, mais avec ce souci de souveraineté, puisqu'on est dans le monde de la donnée et que cette donnée, il va falloir la maîtriser, la stocker et faire en sorte de ne pas l'éparpiller. Bon, il y a une vraie obligation, il y a un engagement, il y a un devoir du prescripteur public de maîtriser la donnée à partir du moment où il déploie des réseaux, à partir du moment où il met le pied dans l'aménagement numérique et dans les outils qui permettent d'irriguer la connectivité. Donc ce que je veux dire, c'est que la 5G, autant le LTE est un bien commun à la 4G et à la 5G, autant la 5G embarque beaucoup plus de briques de virtualisation et ça change l'écosystème complet. C'est-à-dire que quand on nous parle d'ORAN, d'Open RAN, on rentre dans un nouveau monde qui est la virtualisation. Et on remplace des briques physiques par des briques virtualisées. C'est une opportunité pour la France et pour l'Europe de regagner. Mais moi-même, je me suis perdu, dans le sens où vous avez un schéma type d'architecture des réseaux qui s'appelle le 3GPP, et que ce schéma est en train d'être enrichi avec des briques de virtualisation pour préparer l'avenir, l'ultra-connectivité, avec des cœurs plus puissants, etc. Ce qu'il faut juste comprendre, c'est que ça change potentiellement l'économie qui s'y attache, et que ça va permettre à des acteurs alternatifs de la virtualisation, mais aussi des acteurs comme Alsatis, qui opèrent des réseaux souverains, de pouvoir émerger dans l'économie française avec le soutien en plus du gouvernement. Donc c'est peut-être une chance pour nous, ensemble bien sûr, puisque Orange est un leader, de pouvoir le faire. Les temps de parole. Le satellite n'a aucun temps de parole. J'ajouterais juste c'est ma passion qui déborde, je suis désolé. un mot sur la déclaration d'Antoine, puisque j'ai pu donner de M. Roussel. C'est que justement la 5G, c'est ce qu'on va en faire grâce à l'émulation de la concurrence et des alternatives. Et on n'est plus dans la logique d'un opérateur qui va déployer son service de façon un peu unilatérale. On va être dans une vraie co-innovation, co-design de services, puis après le meilleur gagne. Oui, tout à fait. Ça sera la conclusion de la table ronde, mais on peut la faire tout de suite. Que vous savez qu'on a tous besoin, on a besoin, nous, usagers du numérique, de vous tous. Donc, c'est pour ça qu'on est heureux de vous réunir aujourd'hui pour vous donner la parole. Et justement, je vais rebondir sur la partie de souveraineté avec Alexandre, justement parce que c'est un gros enjeu aussi d'avoir un réseau IoT aujourd'hui souverain. Est-ce que c'est une grosse partie du projet aujourd'hui qu'on puisse être en propre? Et est-ce qu'on a on regrette qu'une partie de l'industrie télécom aujourd'hui soit, on va dire, chinoise? Est-ce que sur ces sujets-là, on arrive à être souverain également sur la partie spatiale? Oui, c'est un sujet passionnant et de fait la souveraineté, oui, c'est important, je pense.
Mais du coup, je voudrais réagir à ce qu'on vient de dire, parce que je suis pas complètement d'accord, parce que c'est quand même ça qui est génial. sympa. Ça qui est bien. Voilà. Enfin, je pense que j'ai un relatif désaccord. Disons qu'effectivement, je partage le constat que, on peut revenir sur le satellite, mais un abonnement à 30 euros, ça mange les marges des opérateurs et ça leur enlève des marges d'investissement. Ça, c'est clair. Et du coup, l'État, la puissance publique est obligée de venir en recours et du coup d'investir en contrepartie et du coup d'avoir un poids dans la décision d'investissement et de faire du co-investissement, etc. Bon. Mais est-ce que c'est si mal? C'est-à-dire qu'à la fin, c'est quoi le schéma? C'est soit je paye un abonnement à 50 euros et 60 euros, bon bref, et c'est l'opérateur qui du coup lui a toutes les marges d'investissement et c'est lui qui décide de l'investissement, et du coup il faut croiser les doigts pour qu'il fasse bien tous les investissements qu'on veut, y compris dans les zones sur lesquelles la rentabilité elle est quand même pas extrême, et ça faut quand même avoir la foi, hein. Enfin, de la même manière, est-ce que parce qu'ils auront 2 fois plus de marge ils vont acheter de l'Alcatel plutôt que du chinois? Honnêtement, je pense pas. Enfin, c'est pas leur objectif. La boîte elle est là pour maximiser sa marge, donc si c'est moins cher en Chine, on va l'acheter en Chine, point barre. On va pas se poser 4 fois la question. Sauf qu'il y a des problèmes de souveraineté parfois. Oui, mais la boîte c'est pas son objet social, ça c'est un sujet de l'État, et donc là il faut que l'État agisse. Bon. Et alors, dans le schéma à 30 euros, qu'est-ce qui se passe? Les 20 euros que je ne paye pas dans mon abonnement, je les paye en impôts qui se retrouvent dans l'investissement de l'État. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe à la fin? J'ai payé pareil, mais sauf que le circuit est différent. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que dans un cas, on a un investissement qui est décidé par un opérateur privé uniquement. Dans l'autre cas, on a un investissement qui est décidé par l'opérateur privé et un opérateur public en co-investissement. Donc, je ne dis pas si c'est bien ou c'est mal, mais je dis que je pense que la vraie question à se poser, c'est qui décide de l'investissement. Et c'est ça la vraie sujet. Et la souveraineté de la production, elle tient à ça. C'est qui décide de l'investissement. Et donc, sur le sujet Alcatel, CGM & Co et Nokia, moi je suis hyper triste de ça. Mais pour moi, ça n'a rien à voir avec un abonnement à 30 euros. Ça a à voir avec une politique industrielle, ça je partage, mais la politique industrielle, c'est qu'est-ce que peuvent faire les pouvoirs publics pour ça. Les États-Unis et les Chinois, ils ne se privent pas de gaver de contrats publics, de subventions d'investissement dans leurs opérateurs. Et ça, ils se font plaisir. Nous, on se l'est interdit au niveau européen. On a décidé qu'il ne fallait pas parce que c'était mal que le politique, en tout cas le public, investisse dans l'économie. On l'a décidé. Bon, c'est comme ça. Donc aujourd'hui, on est lié avec ça. L'État ne peut pas faire plus de quelques centaines de milliers d'euros d'investissement dans une boîte parce qu'il y a des règles qui l'empêchent. Donc il y a un moment, on peut pas, faut se plaindre de nous-mêmes, quoi. Donc, de SpaceX, mais oui, bien sûr. La concurrence Donc, déloyale, un petit à un peu moment, moi, je plaide surtout pour une politique industrielle européenne forte, mais du coup, ça suppose de changer des règles européennes et là d'investir. Et donc, effectivement, on va se retrouver avec un schéma de co-investissement, de coalition de l'État. Mais ce qui est le cas en Chine, ça, on le sait. Et en fait, ce qui est le cas aux États-Unis, on a tous l'impression que les États-Unis, c'est le pays de la liberté, du libéralisme absolu, mais pas du tout. Starlink, enfin Elon Musk, alors il surfe sur un capital privé qu'il a accumulé pendant des années, et 2 sur des milliards de dollars de contrats de la NASA et de la puissance publique qui n'hésitent pas à prendre des risques, qui a contractualisé avec des objets qui n'existent même pas encore. La NASA, il y a encore 3 mois, a filé 2 contrats de lancement de petits satellites à des boîtes. Elles n'ont même pas encore lancé une fusée en l'air. On ne sait même pas si elles vont y arriver. Mais elle leur a signé un contrat. Du coup, ça leur fait 5 millions de dollars de cash pour avancer. Et maintenant, il faut qu'elles fassent leurs preuves. Et ça, c'est vachement mieux que la subvention, par exemple. Bon, ça, c'est une politique industrielle. Et ça, on n'a pas. Et moi, je plaide vachement plus pour ça que pour restaurer une régulation avec des prix à la hausse pour le consommateur. Je partage, et effectivement ça crée un peu une concurrence déloyale à l'échelle mondiale et on perd un petit peu des fleurons industriels. Je voyais Pierre, vous validiez, vous acquiescez. Est-ce que vous voulez rebondir justement sur cette thématique? En table ronde, je vous... Non, mais sincèrement, Alexandre a donné la réponse sérieuse, donc voilà. Moi, je vais faire le clown. C'est un raccourci. Hein. Moi, on n'a jamais dit, Lionel non plus, que le tarif était directement responsable de la déstructuration de l'économie française sur l'industrie. Donc, moi, je suis aussi d'accord avec votre constat. Et c'est la politique économique de la France qui a certainement ripé ces 30 dernières années. On est d'accord. Ça s'appelle une politique industrielle. Et puis, comme moi, je suis le plus vieux de l'assistance, on vous respecte, Lionel. Je pourrais vous rappeler ce que c'était que le 6e plan dans les années 60 ou les politiques industrielles où, effectivement, il y avait des opérateurs. Alors, c'est vrai qu'il y avait un opérateur en monopole à l'époque, mais il y avait une volonté et une responsabilité de l'État à dicter et à donner des orientations en termes de politique industrielle, y compris pour tenir les opérateurs, pas simplement sur la maximisation de leur marge, mais aussi d'avoir de vrais enjeux et d'engagement autour d'une industrie nationale, qu'on appellera souveraine aujourd'hui,
Voilà, donc pour pondérer, c'est pas simplement l'opérateur qui va Pour décider. animer le truc. Je suis d'accord. Voilà, mais pour le moment, en Europe et en France, on a choisi une régulation qui était plutôt favorable à la minimisation des prix. Bon, ça a été un choix politique. Peut-être aujourd'hui, faut-il repenser une autre orientation, compte tenu du fait que, et puis l'expérience Covid qu'on vient de traverser nous a montré qu'il y avait un certain nombre de déficits industriels dans ce pays et que ça méritait peut-être d'être reconstruit. Et pour le coup, sur la politique industrielle et la souveraineté, là, pour parler du satellite, qui est du coup du cas qui me concerne, là, on a, je trouve, un exemple intéressant. On verra, nous on croise les doigts pour que ça marche, évidemment, et on fait tout pour, mais où on a un investissement qui est public-privé, donc un peu moins de public, un peu plus de privé quand même, mais où le CNES a investi dans Kineis, BPI France a investi dans Kineis. Alors en plus, le CNES a investi non pas avec d'argent de subvention, mais avec le résultat de la vente de parts dans une autre société qu'elle a fait croître, donc c'est vraiment un schéma qui fonctionne. Un peu en contrepartie, en tout cas ça faisait partie un peu du deal, aujourd'hui nous nos fournisseurs de satellites ils sont français, alors que dans le New Space on aurait plus eu vite fait d'aller chercher d'autres fournisseurs, alors ailleurs en Europe, voire aux États-Unis ou ailleurs, mais voilà, on travaille avec Emeria qui est une PME toulousaine, on travaille avec Thales Alenia Space évidemment qui est du coin, et tout un tas de sous-traitants pour l'antenne, pour l'ordinateur bord, etc., qui sont de la région. Et donc tout ça est un peu un tout, et c'est très positif je trouve. Et on le rappelle, vous avez levé quand même 100 millions d'euros, qui est une des plus grosses levées. 100 millions, ouais. Ouais, 100 millions d'euros. Tout à fait, ouais. Donc c'est ça. C'est ouais. quand même une des plus belles levées de ces derniers temps. Vous savez comment vous allez dépenser cet argent? Ah oui, il est déjà dépensé 2 fois, donc ça c'est sûr. En fait, la grande majorité en réalité va à nos fournisseurs, parce qu'un satellite ça coûte très cher, et au lancement, qui pour le coup sera pas européen, mais sera néo-zélandais / américain. Parce que, non pas par choix économique, mais parce que la techno, on l'a pas en Europe. C'est-à-dire que nous, on lance des petits satellites, donc 30 kg, je disais tout à l'heure. On les lance par paquet de 5, ça fait 150 kg. Aujourd'hui, le plus petit lanceur européen, celui d'Ariane Espace, qui s'appelle Vega, il lance à l'altitude où on va, il lance 1,5 tonne. Donc il lance 10 fois notre poids. Donc nous, on ne va pas se payer on va pas se payer un bus alors qu'on a besoin de 2 places, quoi. Et du coup, on est obligé de partir avec des plus petits. Les plus petits, il n'y en a pas beaucoup qui existent. Il y en a un qui est très mature, qui s'appelle Rocket Lab, en Nouvelle-Zélande, avec qui on part et qui nous permet de faire ça. Mais, bonne nouvelle, il y a plein de micro-lanceurs qui se développent en Europe, en Allemagne, en France, en Espagne. Et donc, il y aura un marché pour ça. Enfin, il y aura en tout cas de l'offre pour ça d'ici quelques années. Et on en a parlé rapidement tout à l'heure de Starlink, qui est l'offre de effectivement SpaceX, qui permet de se connecter à Internet, on va dire plus ou moins haut débit. On verra. Pour l'instant, c'est pas forcément encore en œuvre, je pense, partout. Est-ce que j'aimerais bien avoir l'avis de quelqu'un? Je sais pas, Antoine, si vous avez un avis sur le sujet. Est-ce que Starlink est une solution pour le futur? Est-ce que vous, dans le cadre des projets que vous montez, vous imaginez des cas d'usage? Donc déjà, nous, on s'est appelé Alsatis, pas au hasard, parce que quand la boîte s'est créée, moi, j'étais pas dedans. C'était les 4 associés historiques. Ils avaient pensé une solution donc, pour les villages communicants, c'est-à-dire les villages délaissés par la DSL, avec une collecte en satellite. Donc, et à l'époque, c'était l'époque d'Itinéris. Donc c'était la mode des IS, c'était début des années 2000, donc Alsatis, en plus début d'alphabet. Enfin bon, voilà comment on raisonnait au début des années 2000, ça a bien changé. Mais on a gardé notre nom et on en est très fiers. Donc du coup, ça n'a pas marché du tout, parce qu'à l'époque, le satellite coûte la peau des rouleaux. Excusez-moi, je suis filmé quand même. Et en plus offre un filet de débit avec une latence pourrie. Le monde entier vous regarde. Ouais, oui. Mais au moins c'est clair. Et donc ça marchait pas. Donc on a remplacé immédiatement ces collectes satellites par de la DSL ou du SDSL pour pouvoir avoir le débit qui était adapté à notre situation. Mais pour répondre à votre question, donc on a utilisé le SAT et on l'a commercialisé les offres satellites de Telsat au grand public. C'est même un commerce qui a proliféré chez Alsatis et c'est une clientèle qu'on a à un moment vendue à un concurrent confrère qui s'appelle Nornet, qui n'est autre qu'une filiale d'Orange bien sûr, mais on les aime énormément, c'est des confrères attachants, et ils ont récupéré ces services. À l'époque, le kit coûtait quand même 400 balles. Donc on pouvait faire le choix d'investir dedans. Les abonnements étaient quand même 2 à 3 fois supérieurs à ceux qu'on trouve sur la DSL. Et on avait un volume d'échange limitatif par rapport à la consommation et une latence. Donc j'ai envie de dire, et ça ne fait pas de mal à mon collègue à ma gauche,
parce qu'il n'est pas du tout sur ce type de produit aujourd'hui, et j'osais le dire à l'époque, c'était la préhistoire. C'est la préhistoire. C'est la préhistoire. Quand on a une connexion, qu'on ne peut pas l'utiliser à profusion, qu'elle est limitée quand la latence est forte, on est au début de l'Internet, quoi. On revient en arrière. Mais le satellite a fait beaucoup de progrès. Les derniers lancements de Telsat sont beaucoup plus performants. Les offres de Neosat, qui est la marque de Nornet aujourd'hui, j'ose faire de la publicité, sont bien plus sexy. En attendant, on a testé Starlink, je viens à votre propos. On a une antenne qui tourne chez nous actuellement. Vous voulez tester le produit? Ils sont forts, ces Américains. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On l'a posé au sol, on ne l'a même pas pointé, alors que normalement la sensibilité de pointage est importante. C'est un power Ethernet, donc il y a un seul câble qui relie l'équipement à ma connexion PC. Donc c'est ergonomique. La latence est divisée par 10. Donc on est proche de 50 millisecondes, on est proche des latences du filaire. Et on a des niveaux de débit qui sont très confortables. Par contre, on a des coupures. Je suis fier de le dire. Ouf, on a des coupures puisque leur constellation manque de densité, je pense. Et donc on doit avoir quand même certains moments où ça coupe. Mais le produit revêt un intérêt certain, je ne peux pas vous dire le contraire. Oui, non, tout à fait. C'est brillant. En tout cas, technologiquement, c'est très abouti, quoi. Effectivement, il y a des coupures. Ils ont quand même lancé déjà 1700 satellites, mais il faut qu'ils en lancent 8 fois ou 10 fois plus, quoi. Donc, et encore, je crois que c'est la constellation dite de test. Ils veulent en faire une autre. Mais de fait, le use case, il est prévu pour les zones où on n'a pas grand-chose, où c'est compliqué, etc. Et bon, il faut quand même la parabole, le machin et tout. Donc, c'est quand même... Effectivement, c'est super ergonomique, mais bon, ça reste quand même un investissement. Alors, est-ce que tous les SAT, et vous saurez mieux le dire que moi, vont nous tomber sur la tête dans quelques années? Est-ce qu'il a raconté une super belle histoire et que les investisseurs ont suivi? Parce que c'est difficile de résister à Elon Musk et avec son charisme et sa capacité de séduction. Et est-ce qu'il y a un modèle économique équilibré à la fin? C'est peut-être un peu tôt pour le dire, mais c'est quand même une belle aventure technologique, ce qu'il a fait. Non, c'est très fort. Est-ce que ça va nous tomber dessus? En fait, je pense qu'on ne sait pas complètement. Alors, les nôtres, on sait que ça ne tombera pas. Enfin, je veux dire, on en fait des petits, 25, et donc on a de la propulsion à bord, et donc on sait les manœuvrer. Par ailleurs, s'ils tombent, ils se désintègrent instantanément dans l'atmosphère, tellement ils sont petits, donc il n'y a rien qui retombe. Starlink, ils sont un peu plus gros. Donc je ne sais pas exactement ce qu'il a raconté, mais en tout cas... Hybride, ça pose des problèmes. Hybride, ils ont essayé de l'épeindre, mais ça ne marche pas très bien. Et surtout, il y en a beaucoup. Et donc, il y a le sujet de est-ce qu'il nous retombe dessus, mais bon, statistiquement, la probabilité est quand même extrêmement faible que ça touche une zone habitée. Mais quand même, normalement, ils savent un peu les contrôler. Ça pollue apparemment les observations et tout. Par contre, ça pollue les observations. Et puis, et après, on a un sujet de débris spatiaux qui aujourd'hui, c'est un peu le Far West. Autant en orbite géostationnaire, tout ça est très organisé. Trouver une nouvelle poubelle, quoi. Autant en orbite basse, aujourd'hui, c'est le Far West. Et il commence à y avoir des voies qui montent, et notamment dans le privé. C'est ça que je pense va faire avancer les choses pour réguler cet espace-là. Parce que si lui, il en met 10 000, en fait, nous, on ne pourra plus en mettre. Et donc, du coup, en plus, il y a un effet d'éviction sur d'autres acteurs. Sans parler du fait que, y a un peu, si vous avez vu, comment s'appelle ce film Merci. C'est la bonne scène au début où il commence à y avoir des débris qui arrivent et qui explosent la station spatiale. Ça, c'est ce que tout le monde craint. C'est-à-dire que quand il y en a un qui commence à arriver comme ça, qui explose, il y a une réaction en chaîne qui est possible. Et alors là, on a pourri l'orbite pour des centaines d'années. Enfin, au moins des dizaines. Et donc là, ça, une fois que c'est là, c'est trop tard. Ça crée un marché pour aller nettoyer les orbites. Oui, alors ça a marché, mais c'est extrêmement coûteux d'aller enlever les trucs là-bas. Donc là, c'est vos impôts qui vont payer très 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 cher, 10 fois le prix de le faire, quoi. C'est un peu comme le nucléaire. On a fait rayer de la carte l'Ukraine avec Tchernobyl. Si on l'avait fait, on était parti pour des centaines d'années. On ne pouvait pas utiliser le truc. Là, c'est pareil. Pierre, j'avais une question. On parle de Starlink pour venir couvrir effectivement des zones où il y aurait besoin d'une connectivité. Mais si l'ensemble du territoire, par exemple du département de Garonne, est couvert, au final, qu'est-ce qui reste à connecter avec un système satellitaire, quoi, si tout le monde a la fibre? Je ne sais pas répondre. Hier, sur la Haute-Garonne, on avait la visite de l'Agence du numérique. Donc, eux étaient sur leur calendrier de 2025. Donc, je ne sais pas ce qu'il adviendra pour le territoire français. Pour le territoire de la Haute-Garonne, il se trouve que fin 2022, on aura vraiment pratiquement tout fini. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas quelques petits problèmes de complétude ou des raccordements un petit peu complexes, mais honnêtement, ce sera fait. Et on n'y voit plus maintenant de difficultés majeures, si ce n'est encore une fois quelques petites complétudes. Donc
honnêtement, c'est quand même quelque chose qui semble réalisable, y compris dans un territoire qui a de la montagne et des zones rurales. Donc, bon, pour ce qui est de la complétude, en tout cas, moi, je ne miserai pas là-dessus. C'est comme ça que j'avais commencé. Je ne pense pas que ce soit sur la complétude des domiciles que ça va se jouer. Je pense qu'il y a d'autres usages pour les technologies sans fil, que je vais appeler sans fil, quoi. Voilà. Il y aura toujours des pouillèmes parce que l'on est sur des départements montagneux. On n'ira pas mener la fibre au fin fond immédiatement en tout cas, du refuge dans les Hautes-Pyrénées. Le satellite aura toujours sa vocation pour toucher ce type de... Si on en est à mettre 50 000 satellites pour connecter les refuges des Pyrénées, ça devient un petit peu bizarre, quoi. Oui, non, mais alors il y aura peut-être des solutions hertziennes qui satisferont. Bon, déjà pour la téléphonie, il y a le téléphone, mais certes, que ce soit en Haute-Garonne ou dans le reste des départements de Midi-Pyrénées, horizon 2022-2023, on aura 98% des foyers qui seront raccordés à la fibre. Enfin, c'est l'objectif que l'on se donne. Et c'est effectivement les pouillèmes dont vous parlez qui permettent de boucler l'équation économique. Enfin, nous, même dans l'IoT spatiale, c'est ça. Nous, on parle de millions d'objets pour rentabiliser ce qu'on fait, versus les milliards d'objets dont on parle dans l'IoT terrestre. Et si on fait un petit calcul de coin de table, Elon Musk, c'est un peu public. Enfin, l'ordre de grandeur, c'est que le satellite lancé, il vaut $1 million. Il en lance 10 000. Ça fait 10 milliards de dollars. Bon. 10 milliards de dollars avec des abonnements à 30 € par mois, il en faut 30 millions en une année pour faire 10 milliards de chiffre d'affaires. Bon, 30 millions, c'est beaucoup, mais enfin sur 5 milliards ou 8 milliards d'individus, peut-être que ça se trouve en fait. Alors c'est quand même un effort commercial et de distribution qui est quand même assez touchy, mais en termes de chiffres, c'est un truc, on se dit, c'est du domaine de l'atteignable. On ne parle pas de connecter la moitié de la planète, quoi. 30 millions par rapport à 8 milliards, ça fait pas tant que ça en fait. Tout à fait. Après, il faut que l'entreprise soit rentable, qu'elle suive la croissance qu'elle est censée avoir et que les investisseurs vont lui demander, qu'elle dégage des bénéfices. Mais à 10 milliards de chiffre d'affaires sur l'année, si on a rentabilisé l'investissement en 1 an alors que les satellites durent 5, on fait x5, quoi. Donc les OPEX et tout. Encore une fois, comme dit au début, je crois qu'il ne faut pas raisonner que techno. Il faut vraiment raisonner le device qui est au bout. Et c'est ça qui va faire la différence. Enfin, voilà, moi, il se trouve que la fibre optique, c'est la maison. Voilà, c'est le building. C'est aussi les hôpitaux. Voilà. C'est aussi, c'est l'habitation au sens large. Mais c'est ça, c'est une connexion physique à un lieu physique, à un point donné. Voilà. C'est pour ça qu'on l'appelle fixe. Donc, le reste, c'est tout ouvert pour le reste des devices qui existent par ailleurs. Voilà. Nous, c'est la boîte qui est fixée au mur. Donc, c'est quand même avec uniquement les usages qui vont avec cette boîte fixée au mur. Ouais. Alors, j'ai d'autres questions, mais juste avant, je veux peut-être voir si dans le public, peut-être des personnes ont des questions à poser, ou peut-être s'il y a eu des questions sur l'Internet. Non. Aucune question. Alors, on a une question juste ici. Oui. Alors, je vais être obligé de la répéter après dans le micro pour les spectateurs. C'est vrai que, comme vous le disiez, l'utilisation pour nous, ça va être plutôt le service qui va être proposé, qui va être accessible. Justement, quel va être, pour nous en tant que clients ou futurs clients, quel va être l'intérêt de choisir une techno et pas une autre, si ce n'est la disponibilité de cette techno ou pas. Parce que, on va être desservi par la fibre en 2022 pour l'ensemble de Haute-Garonne, mais en attendant, est-ce que je vais utiliser la DSL? Est-ce que je vais utiliser la radio? Est-ce que je vais utiliser ça? Il y a quand même ce problème de... Je vais avoir du mal à répéter toute cette question. Donc je vais la résumer très simplement. La question c'était quels sont les éléments aujourd'hui qui permettent de faire un comparatif justement entre les solutions qui existent, que ce soit sur du bas débit IoT ou sur du haut débit à titre personnel, que ce soit professionnel ou personnel. C'est un petit peu compliqué peut-être aujourd'hui de voir clair dans toutes les offres. C'est très clair. C'est très clair que vous ne voyez pas clair dans les technologies. Moi, je vous fais une réponse simple, efficace. Si votre opérateur commercial fait bien son travail, vous ne devez pas vous soucier de la technologie. C'est lui qui va mettre, et c'est ce que disait Lionel et Pierre tout à l'heure, c'est à votre opérateur de choisir la technologie la plus appropriée en fonction de votre mode de consommation et de votre position géographique. Et ce n'est pas à vous de vous en soucier. Par contre, si vous êtes technophile, vous avez envie de savoir
ce qu'on va vous proposer. Et là, effectivement, vous pouvez rentrer dans un débat plus technique avec votre opérateur. Mais le but de tout ce qui est fait et de nos initiatives complémentaires, privées, publiques et du mix technologique, c'est de faire oublier au consommateur final quelle est la technologie qui porte le service, globalement. Et globalement, vous savez que les tailles d'abonnement sur la fibre se rapprochent, pour ne pas dire sont équivalents à celui de la DSL, dans la mesure où la fibre va se substituer progressivement à la paire de cuivre et qu'il y aura un décommissionnement de la fibre. Alors, ça sera peut-être dans 10 ans, mais viendra un moment où il n'y aura plus qu'une technologie filaire, ça sera la fibre. Le cuivre sera démonté par nous ou par des gens malveillants qui nous le démontent à notre place. On les remercie des fois. Tout de même, ça nous coûte quelques dizaines de millions d'euros par an, rien que les vols de câbles cuivre. Avec la fibre, on va être tranquille. Il y a moins de vols Un de peu de fibre. maintenance à faire. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres questions Il y avait des questions sur Internet ? Donc il y a une question effectivement, comment ça a évolué depuis, T'en es où, là 2 ans la T'en es où, connectivité Pierre en Haute-Garonne. Pierre, c'est pour vous. Ouais, bon, ça c'était la table ronde de ce midi, mais voilà, on va pas s'étendre là-dessus. J'ai dit fin 2022, voilà, on sort 10 000 prises par mois, on en a 220 000 de construites et un peu plus de 140 000 commercialisables, 130 000. Voilà, on est sur le bon rythme. Non, je pense que c'est quand même c'est très Juste satisfaisant. à ajouter que sur la Haute-Garonne, il y a aussi des zones amies qui correspondent essentiellement à l'agglomération toulousaine et au Murtin. Mais donc ça, c'est aussi, et là on est sur des phases aussi bien avec les autres opérateurs où les zones amies vont être très rapidement couvertes en totalité. Merci. Ouais. Une question ? Alors, la question est une question de projection dans le futur pour savoir un petit peu près qu'est-ce que sera les réseaux en 2050. Déjà en 2050, il y aura la 7G, peut-être la 8G. En tout cas, en 2030, on s'attend à voir arriver une nouvelle génération de réseaux mobiles. Et puis, je rappelle que le cuivre, on a commencé à le déployer, j'allais dire sérieusement, dans les années 70. Juste pour la petite histoire, au début des années 70, il y avait 2 millions de lignes téléphoniques en France. Fin des années 70, il y en avait 24 millions. Donc, c'est ce qu'on a appelé le plan de rattrapage téléphonique à l'époque. Je dis ça parce que c'était il y a 40 ans. Et le cuivre, il est déployé il y a 40 ans. Aujourd'hui, il commence à être décommissionné, mais il a tenu le coup pendant 40 ans avec des évolutions. Je vous rappelle le 22 à Asnières, et puis on est passé à la DSL et aux 30 mégas qu'on est capable, ou 40 mégas qu'on est capable de faire passer sur de VDSL. Donc, dans 50 ans, le réseau, en tout cas pour la partie filaire, ce sera de la fibre. Et peut-être que cette fibre, elle distribuera non pas 200 ou 300 mégas à domicile, mais 1 giga. Peut-être même plus. Enfin, c'est compliqué, hein, parce qu'on est en train de le déployer. Et donc, c'est compliqué de faire déjà de la prospective sur quelque chose qu'on est en train de déployer. Moi, j'aurais tendance à dire qu'il y a 2 grandes évolutions possibles. Forcément, changer le mode de mutualisation. Il y a des fibres dédiées jusqu'à un certain point, de la mutualisation de fibres après. Peut-être que ça évoluera dans les dizaines d'années qui viennent. Peut-être aussi la répartition des matériels actifs. La fibre optique est une technologie qui centralise beaucoup les équipements actifs, beaucoup plus que les autres technos au début, actuels. Donc voilà, peut-être ça. Voilà, plus de matériel actif, plus déporté et plus peut-être d'usage une utilisation différente de la mutualisation. La question, c'est en 2050 ou dans 50 ans? Ouais, parce que dans 50 ans, on habitera sur Mars, non? Si, voilà. D'après Elon Musk, juste une précision, il faut rappeler qu'aujourd'hui, en termes de débit Internet, ça passe maintenant sur le mobile en majorité. C'est plus le réseau fixe.
C'est vraiment les réseaux mobiles qui, d'où la complexité pour les opérateurs de mobile, parce que le flux de trafic sur la 4G est exponentiel. Ok, alors moi je pense que dans 50 ans, je vais peut-être plomber un peu l'ambiance, mais on n'aura pas tout ça. Parce que entre le réchauffement climatique, les problèmes d'approvisionnement de matériaux, etc., on ne saura pas faire. Et donc on aura un changement assez fort. Enfin, en 50 ans, en 2050, je ne sais pas encore, c'est pour ça que je posais la question. Dans 50 ans, c'est à peu près certain qu'on sera amené à une forme de sobriété forcée ou voulue. Et donc, je ne pense pas qu'on va aller sur une pente croissante comme on l'a fait jusque-là depuis 50 ans, avec de la 7G, de la 8G, de la 9G, avec plus de débit et plus de déploiement partout. Je pense qu'on va atteindre une limite à un moment qui ne sera pas, je pense, une limite tranquille, mais il y aura un schisme. Voilà. Je ne suis pas catastrophiste, mais je pense que les variables physiques en tout cas, nous indiquent qu'il y a un moment on va atteindre une limite. Et que cette limite, elle fera mal, et je pense que d'ici 50 ans, on l'aura atteinte. Je vais rajouter, à titre de joke, on posait la question à Keynes, savoir à long terme, qu'est-ce qu'il adviendra. On est tous morts. Et il a répondu, on est tous morts. Tout à fait. C'est vrai. Il y a aussi J'ai pas mieux, hein. On peut fantasmer longtemps. On avait bien la commencé. mort, là, ouais. moi j'allais vous dire, on se battra pour une bouteille de flotte. Peut-être, mais non, en fait, j'en sais rien. Et votre question est très pertinente, Antoine, parce que on pourrait imaginer que du satellite ou que de la fibre optique, mais en fait non. Concrètement, ça pourrait être un mix technologique, donc qui est poussé à son paroxysme, c'est-à-dire de l'ultra haut débit partout. Voilà. Qu'est-ce qu'on en fera? Où on en sera? Par contre, on pourrait débattre de savoir si Elon Musk et Michel Drucker seront encore vivants. Alors pour Michel, je crains que ce soit un peu long. Mais non, c'est une bonne question. On peut fantasmer longtemps et c'est pas forcément évident de savoir qui on sera et comment on se comportera au niveau de notre connectivité d'ici 50 ans. Bon, on va peut-être prendre très rapidement une dernière question parce qu'on a débuté même pas. La régie me dit que non. Je suis désolé, je m'excuse. En tout cas, c'était une très belle clôture effectivement de cette table ronde sur le fait qu'effectivement on ne sait pas trop vers où on va. C'était le sujet de la keynote d'introduction de Luc Loman mardi qui a dit est-ce que la technologie à elle seule va résoudre l'équation de l'univers? J'espère qu'il a répondu non. Voilà, donc on n'a pas eu la réponse, on a juste parlé du sujet, mais en tout cas effectivement est-ce que la technologie va nous sauver? Est-ce que la technologie va suivre un plateau? On le verra. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été sur ce plateau avec moi. C'était un vrai défi, il y a eu de l'animation comme on voulait. C'était très vivant, c'était très représentatif du secteur, donc je vous remercie de tous avoir fait le jeu et d'être venu ce soir avec moi. Et merci aux spectateurs d'être ici et sur internet à nous suivre. Merci à la régie pour le travail de modération et d'organisation de cette table ronde. Merci à toutes les équipes de la Mail Numérique. Et on se retrouve sur la prochaine table ronde, si je ne me trompe pas, sur la sobriété, non, sur la souveraineté numérique et ou sur l'amour. Il en reste 2 à choisir, quoi. Voilà.